Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft professionnel Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Aujourd'hui, on va parler sur la stratégie de stockage, gestion des stockages dans une entreprise. Bien sûr, la dernière fois, on avait parlé au niveau de l'installation serveur et les configurations post-installation. Maintenant, donc, on va voir comment ça se passe au niveau de la stratégie de stockage. C'est très important de savoir comment on peut gérer et optimiser nos disques durs, nos stockages au niveau local et savoir comment les configurer. Alors pour cela, donc j'ouvre le dossier, un petit moment, comme ça sera plus clair. Alors, stratégie de déploiement de l'espace stockage local. Bien sûr, il y a toujours de l'espace stockage externe. On parle du cloud, on parle du SAN. Mais au niveau de l'espace stockage local, au niveau d'une entreprise, c'est très important d'avoir une stratégie de déploiement de cet espace de stockage. Bien sûr, dans une entreprise, on a les besoins du serveur. Par exemple, si on a un serveur SQL serveur de base de données, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit mettre comme storage, comme stockage pour notre serveur base de données. On doit savoir si on a un serveur, une entreprise, quels sont le nombre d'utilisateurs qui accèdent au serveur en même temps, parce qu'en fait, si on accède, il y a plusieurs utilisateurs qui accèdent en même temps pour une requête spécifique ou plusieurs requêtes spécifiques. Le serveur en fait va être surbooké. Donc il faut faire très attention pour savoir le nombre d'utilisateurs qui accèdent au serveur en même temps. Et bien sûr, pour cela, on a besoin des entrées-sorties assez rapides, donc un processeur assez puissant, des mémoires dernière technologie pour vraiment suivre le flux des requêtes. Après, bien sûr, un exemple, par exemple, là, on a plusieurs requêtes en même temps pour un serveur SQL Server. Donc pour un serveur SQL, il y a toujours des requêtes, des demandes qui apparaissent en même temps. Là, le serveur vraiment doit gérer ces requêtes d'une façon optimale et répondre à ces requêtes le plus tôt et le plus rapidement possible. Pour cela, donc, il faut des disques durs de stockage assez puissants, des disques durs qui sont SAS ou NIR SAS plutôt que des disques durs SATA, parce que les disques durs SATA, c'est surtout utilisé avec des machines clients, pas avec des serveurs. Les serveurs ont besoin des entrées et sorties assez rapides, donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des disques durs SAS ou NIR SAS avec un débit plus élevé. Plus le débit des entrées et sorties est élevé, plus la gestion des requêtes est optimisée. Ça, il faut le savoir. Aussi au niveau de la gestion de stockage, il faut vraiment avoir le bon choix des disques durs. Les disques durs SATA, là on va perdre au niveau des réponses, des taux de réponse, et on va sûrement perdre de la clientèle. On va en fait baisser, on va avoir en fait une optimisation beaucoup moindre que celle d'un disque dur SAS ou NIR SAS. Ça, il faut bien tenir en compte. Après, bien sûr, plus on a de disques durs qui augmentent au niveau de la taille, plus on a envie de construire des RAID qui permettent donc une optimisation des données, qui permettent une tolérance aux pannes beaucoup plus solide, plus robuste. C'est pour cela donc on a besoin aussi des cartes d'extension. Par exemple, les cartes d'extension qu'on a, je vais dire des cartes paires qui sont connues sur le marché pour Dell. Et il y a des cartes d'extension qui gèrent les disques durs pour la gestion RAID. Et ces cartes d'extension ont leur propre processeur et leur propre batterie. Donc ça permet vraiment d'alléger le processeur du serveur et d'alléger aussi la mémoire vive. Donc en fait, ces cartes d'extension, bien sûr, sont un petit peu coûteuses, mais elles permettent vraiment d'alléger le côté processeur-serveur qui va avoir d'autres tâches, et ça permet d'optimiser le flux et les disques durs et les stockages. Alors voilà, donc pour une meilleure exécution des requêtes. Après, bien sûr, il faut faire attention au niveau de la sensibilité des données. Les données
Euh, c'est très important d'avoir une stratégie de sécurité aussi. Puis, c'est pour ça qu'on a souvent les serveurs, bien sûr, sont stockés dans des endroits sécurisés. Bien sûr, pensez au RAID. Là, dans notre stratégie de stockage, qui dit stratégie de stockage, dit RAID. Ça, c'est très important de penser au RAID. Un serveur qui ne fonctionne pas sous le RAID, c'est pas un serveur. Donc, le minimum, c'est le RAID 1. Très, très important le RAID. Après, on a l'importance des données au sein de l'organisation. Donc, par exemple, type de données, pour un serveur SQL Server par exemple, le stockage et le traitement des données doivent se faire avec certains critères précis. Par exemple, parce que pour un SQL Server, on a des fichiers data ou fichiers données. Ces fichiers data sont stockés dans souvent sous RAID 10, souvent. Et les fichiers log, c'est-à-dire le fichier de transfert, sont souvent stockés dans d'autres disques en format RAID 5. Donc là, il faut vraiment faire le bon choix pour mieux optimiser le stockage et les flux. Après, parmi les points qu'on peut améliorer au niveau de notre stratégie de stockage pour meilleure gestion de notre serveur, on peut modifier notre type de partitionnement. Soit donc on a un partitionnement MBR, soit on a un partitionnement GPT. Alors je m'explique. Alors le MBR, c'est un style de partitionnement qui existe depuis bien longtemps, avant Windows, et supporte les deux types d'architecture, l'architecture 32 et l'architecture 64. Donc quand je dis x86, c'est l'architecture 32. Alors le GPT, qui est un nouveau style de partitionnement sur les disques durs, et il est créé à la fin des années 90 et supporte principalement l'architecture 64. L'architecture 32 n'est supportée qu'à partir de Windows Vista et Server 2008. Donc ça, c'est très important à savoir. Il y a deux grands types de partitionnement maintenant dans un disque dur. Donc pour un administrateur réseau, il doit connaître ces deux types de partitionnement. Il doit connaître pour un disque dur, est-ce qu'on utilise un partitionnement MBR ou un partitionnement GPT. Donc quand vous allez réinstaller votre système, il faut là choisir, est-ce que j'utilise un partitionnement MBR ou dois-je utiliser un partitionnement GPT. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? C'est ce qu'on va voir. Maintenant, GPT est beaucoup plus récent et beaucoup plus puissant. Tous les OS actuellement supportent le partitionnement GPT, y compris serveur 2012. Un disque GPT est un style de partitionnement du sous-ensemble UEFI, développé par Intel. Alors, je m'explique. Intel a récemment créé, parce qu'avant, en fait, on avait des BIOS classiques sur nos machines qui supportaient uniquement le partitionnement MBR sur le disque dur. Donc, tous les disques durs fonctionnaient sous le partitionnement MBR. MBR, ça veut dire Master Boot Record, et où il y avait le bootloader qui chargeait l'OS. Maintenant, pour suivre la tendance, parce qu'en fait, plus les disques durs augmentent au niveau de la taille, plus on a besoin de vraiment gérer les tailles des disques durs. Par exemple, des disques durs qui sont à 2 Tera ou 3 Teraoctets sont gérables par le partitionnement GPT, qui prend toute la surface du disque dur. Par contre, le MBR est limité à seulement plus ou moins 2 Teraoctets. C'est-à-dire, si on a un disque dur de 3 Tera, 1 Tera est perdu. Parce que, en fait, le MBR va gérer seulement 2 Teraoctets. Et le Teraoctet qui reste va être perdu. C'est pour cela que Intel a pensé à développer un nouveau type de partitionnement qui s'appelle le GPT. Donc, c'est pour ça qu'on a dans le BIOS, on a coché l'UEFI. Donc il y avait avant le BIOS Legacy. Maintenant, il y a un nouveau BIOS qu'on peut cocher, c'est l'UEFI. Quand on coche l'UEFI et on veut réinstaller un système d'exploitation, donc lors de l'installation, on doit choisir impérativement le partitionnement GPT. Et le partitionnement GPT est compatible avec, bien sûr, l'architecture 64 surtout,
et supporte des disques durs d'énorme taille. Donc ça dépasse largement les 3 Teraoctets. C'est pour cela que actuellement la tendance est vers le partitionnement GPT. Pour des serveurs de fichiers ou pour des serveurs de base de données, vont mieux utiliser le partitionnement GPT pour l'installation de notre OS. Parce que avec le GPT, on peut augmenter les tailles des disques durs, on peut étendre notre stockage. Par contre, avec le MBR, il est limité à 2 Teraoctets seulement. Très très important à savoir. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut installer le GPT que sous BIOS UEFI. Et pour l'install MBR, il faut impérativement mettre le BIOS Legacy. Donc, qui dit partitionnement MBR classique, il faut mettre un BIOS classique Legacy. Qui dit partitionnement, nouveau type de partitionnement GPT, on doit impérativement passer par le BIOS. Donc, pensez-y, toujours passer par le BIOS pour cocher l'UEFI et installer le GPT. Quand on a, comme je l'ai dit et je le redis, quand on a des bases de données, quand on a des serveurs de fichiers, il vaut mieux passer par le GPT. Donc ça, c'est l'une des premières stratégies à optimiser pour notre stratégie de stockage. Pardon. Alors, comme je l'ai dit, différence entre les deux types de partitions. Le MBR supporte 4 partitionnements au maximum. L'un des inconvénients au niveau du MBR, c'est qu'il supporte 4 partitionnements au maximum. C'est-à-dire que moi, on va en fait faire un exercice dessus, bien sûr, et je vais vous montrer qu'effectivement, il ne peut pas supporter au-delà de 4 partitionnements. C'est-à-dire si je crée un volume C, après je crée un deuxième volume D, après je crée un troisième et un quatrième volume, il s'arrête là. Je ne peux plus créer un 5e volume. Donc là, c'est l'un des inconvénients au niveau du MBR. Et comme je l'ai dit, au maximum avec une taille totale de 2 Teraoctets. La tendance actuelle des disques durs est à la hausse. Au niveau des tailles de disques durs, on trouve des disques durs qui dépassent les 3 Tera. Maintenant, tous les OS peuvent supporter l'architecture 64. Tous les serveurs modernes supportent l'architecture 64, vont mieux passer par le GPT. C'est la tendance actuelle. Donc, il vaut mieux oublier le BIOS Legacy, le BIOS classique et faire le MBR classique. Moi, je vous conseille de commencer par le partitionnement GPT pour étendre notre système, optimiser notre système de stockage. Donc, c'est l'une des premières stratégies à penser au niveau de notre entreprise, c'est passer par le partitionnement GPT lors de l'installation de l'OS. Donc, le GPT supporte 128 partitionnements. Il peut supporter même jusqu'à 256 Teraoctets au max par partition. J'ai bien dit par partition. Alors, faites le calcul. 256 Teraoctets multiplié par 128. Vous pouvez faire le calcul et vous allez voir qu'il supporte des tailles inimaginables. Donc, pensez au GPT surtout. Donc, et bien sûr, adapté à l'architecture 64. Maintenant, on n'a plus de soucis au niveau de l'architecture 64. On a plein de machines, plein de serveurs qui sont adaptés à cela, plein d'applications qui sont adaptées à cela. Donc, pour suivre la tendance, on doit mettre le partitionnement GPT lors de notre install de l'OS. Pensez bien sûr à cocher l'UEFI avant dans notre BIOS. Alors, donc, c'est ce qu'on va faire comme exercice. D'abord, on va essayer de détecter un disque dur GPT d'un disque dur MBR. Alors, je vais vous montrer rapidement, ici, comment on détecte un disque dur MBR et un disque dur GPT. Je passe d'abord sur mon serveur, je passe dans gestion du serveur, et je vais voir là, voilà, donc gestion du serveur, serveur local. Là, donc ça donne tous les serveurs. Et j'ai en fait un système de fichiers, pardon, là, voilà, donc les volumes, je crois, disques, voilà, les disques, voilà, donc voilà, en fait j'ai un disque dur qui est en ligne, en fait j'ai un disque dur qui n'est pas en ligne, parce que j'ai sur cette machine de disque dur. Donc vérifiez donc le premier disque dur, le disque dur 0, celui-là.
qui est souligné, c'est il est à 233 Go et il est en partition MBR. Donc j'ai ce premier disque dur que j'ai pas installé, j'ai rien installé dessus, je l'ai pas initialisé. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est inconnu. Sinon, pour le disque dur, là où j'ai installé l'OS et j'ai initialisé, c'est que j'ai un disque dur MBR partitionné, partition MBR. Très important à savoir. Alors, donc, sinon, je pourrais passer par le MMC. Souvenez-vous, j'ai fait le MMC. La dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que le MMC est très important pour la gestion des disques durs. Donc, je vais voir donc MMC, fichier, ajouter, supprimer des composants Windows. Alors, donc, je vais voir donc gestion de disque. Alors, je suis en train de rechercher gestionnaire de disque. Voilà, gestion de disque, ajouter, terminé, voilà. Ok, et là, dans gestion des disques, désolé. Alors, donc ici, j'ai le disque C. Je vais passer par ce disque-là. Donc, comme vous voyez, donc, ce premier disque, j'ai non alloué parce que je ne l'ai pas initialisé. J'ai 2 disques durs sur cette machine. Donc, je prends le disque où il y a un système d'exploitation dessus. Et je mets propriété. Et je passe vers volume. Et là, je vais voir type de partition. Type de partition, si c'est écrit secteur de démarrage principal, c'est qu'il est partitionné sous MBR. Si c'est type de partition, c'est écrit GPT, c'est qu'il est partitionné sous GPT. Maintenant, pour cette machine que j'ai, c'est qu'elle est partitionnée, donc son disque dur est partitionné sous MBR. C'est pour ça que c'est écrit secteur de démarrage principal. Pardon. Donc, souvenez-vous. Pardon. Non. Donc, souvenez-vous, il y a 2 types de partitions à choisir lors de l'installation de l'OS, soit GPT, soit MBR. Je vous conseille d'utiliser GPT. Bien sûr, cochez l'UEFI avant pour donc l'installer. Et on détecte facilement dans le gestionnaire du serveur, dans les gestionnaires du serveur, on détecte facilement le type de partitionnement qui existe dans les disques, donc dans le disque. Et bien sûr, soit dans le gestionnaire du serveur, soit sous MMC, on peut détecter facilement le type de partitionnement qu'on a. D'accord? Alors, je reviens à ma documentation. Là, donc, on peut vérifier le gestionnaire du serveur, mais aussi pour les OS clients, on peut aller dans le gestionnaire de disque. Donc, c'est soit pour serveur 2012 ou pour une machine client, on peut utiliser gestionnaire de disque, comme on a vu tout à l'heure sous le MMC. Clic droit sur le disque physique, propriété, l'onglet volume, et on peut voir le type de partitionnement qui existe. Maintenant, comment convertir un disque dur MBR vers un disque dur GPT? Ça, c'est très important à savoir. C'est ce qu'on va faire comme exercice maintenant. C'est que j'ai un disque dur, par exemple MBR. Maintenant, dans la société, on me demande de réinstaller une machine ou un serveur. Et pour la stratégie de notre société, on va convertir ce disque dur en GPT. Alors, donc, comment je vais faire? Avant d'aller vers l'install OS, je vais d'abord sélectionner l'UEFI dans le BIOS. Une fois que je sélectionne l'UEFI dans le BIOS, je démarre pour l'install de l'OS. Et là, je vais mettre le Shift F10. Le Shift, c'est la flèche du clavier qui va vers le haut. Donc, Shift F10. Et dès l'apparition du prompt ou de l'invite, on tape DiskPart. Alors, DiskPart, c'est un utilitaire très puissant qui gère les disques. Faut faire attention quand on utilise DiskPart parce que on utilise des opérations destructives qui peuvent détruire tout le fichier au niveau de notre disque dur. Donc, il faut faire très attention. Donc, DiskPart, on va mettre liste disque. Donc, et on va sélectionner du disque là où l'on veut installer l'OS dessus. Et bien sûr, on va convertir sous GPT. Donc, je vais faire un exercice pour mieux vous montrer comment ça se passe. Alors, un petit moment. Désolé.
tout de suite. Voilà, un petit moment. Voilà, donc là maintenant on va aller vers donc on va aller en fait vers une machine virtuelle pour essayer d'installer dessus un système d'exploitation et on va convertir notre disque dur vers GPT. Donc vous allez voir donc comment on va faire. Donc maintenant j'ai une machine virtuelle, je me connecte dessus. Je l'ai appelé VM3. Donc comme j'ai dit pour la virtualisation, on va voir après comment ça se passe. Donc sous Hyper-V, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant je me connecte. Alors ici ça démarre. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps pour le démarrage. Donc souvenez-vous, j'ai dit maintenant ce qu'on va faire dans une société. On est dans notre société. Et soi-disant, on a besoin de réinstaller une machine. Pour une stratégie de stockage optimale, on va convertir notre disque qui était déjà sous MBR, on va le convertir sous GPT. Pour le convertir sous GPT, il faut toujours impérativement passer par le BIOS et cocher l'UEFI. Après, lors de l'install OS, on va convertir le MBR vers le GPT avec l'utilitaire diskpart. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc installer maintenant. Alors désolé, je vais mettre juste la clé et je reviens. Voilà, j'ai mis la clé et maintenant je vais passer vers l'interface. Donc je vais augmenter l'affichage pour une meilleure vision. Ici je passe vers l'interface graphique standard. Pour Windows Server 2012 Standard Edition, je vais suivant. Et là, je vais mettre, j'accepte bien sûr les contrats. Voilà, donc voilà, en fait, je suis là. Et là, ce que je vais faire, en fait, j'ai un disque dur qui est, c'est juste pour les besoins du lab, j'ai mis juste 10 gigaoctets. Donc, en fait, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de changer mon disque dur qui était sous MBR, je vais le changer sous GPT. On suppose que j'ai déjà coché l'UEFI dans le BIOS. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre Shift F10. Et là, quand je mets Shift F10, il y a l'invite de commande qui apparaît. Je vais mettre diskpart. Rappelez-vous, diskpart, c'est un utilitaire très puissant pour la gestion des disques, affaire très important lors de son utilisation. Donc, diskpart, entrée. Donc, je vais mettre liste disque. Là, il va m'afficher les disques qui existent. Donc, j'ai un seul disque, bien sûr, qui est en ligne, de 10 gigaoctets. Donc, je vais mettre select disque 0, parce que son numéro, c'est disque 0. Donc, je mets entrée. Après, je vais mettre clean, parce qu'avant de convertir, il faut toujours supprimer les partitions précédentes. Donc, je mets clean. Donc, il supprime les partitions précédentes. Et après, tout simplement, je convertis le disque vers GPT. Donc vous remarquez ici qu'il n'est pas sous GPT. Et quand je vais mettre convertir sous GPT, si je mets ces liste disque, là je vais avoir donc l'étoile qui apparaît, c'est-à-dire que le disque dur a bien été converti sous GPT. Donc là, une fois cela, tout simplement, on réactualise ici et on lance l'installation normale comme toute installation normale qu'on a vu précédemment. Là, c'est très important, c'est très simple. On convertit un disque dur MBR vers le GPT. Donc, on coche l'UEFI d'abord dans le BIOS. Et c'est très simple et efficace pour une meilleure gestion de notre disque dur, de notre espace de stockage. Quand ça dépasse les 3 Teraoctets, il vaut mieux mettre le GPT. Et bien sûr, au niveau des partitionnements, c'est beaucoup plus fluide que le MBR. Et bien sûr, le GPT supporte initialement
l'architecture 64. Toutes les applications 64 maintenant sont possibles, compatibles avec l'architecture 64. Et puis, bien sûr, tous les serveurs, toutes les machines sont compatibles avec l'architecture 64. Donc, ça, il n'y a plus de souci dessus. Donc, maintenant, pour des besoins, je ne vais pas maintenant lancer l'installation sous GPT, mais je vous ai montré comment on convertit et l'installation se passe rapidement. Il n'y a plus de problème. Lorsqu'on convertit du MBR vers GPT, on peut lancer l'installation tout à fait normal. Mais je vais revenir quand même sous MBR. Donc, je vais mettre select. Je vais select disk. J'ai mis select disk. J'ai mis la liste select disk 0. Et je vais mettre encore clean parce que je voudrais revenir sous MBR. Donc, je vais convertir vers MBR. Donc, si je, voilà, disk correctement converti. Donc, je vais laisser le MBR. Là, j'ai reconverti sous MBR. Pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement que le MBR, effectivement, supporte au maximum 4 partitions. Donc, si je sélectionne ça, je mets nouveau, je vais mettre, donc j'ai 10 Go, je vais mettre par exemple 2500 Go. Donc, je mets applique. Là, il va me donner une nouvelle partition. Je vais encore mettre nouveau. Je vais mettre 2000. Je vais appliquer. Là, c'est une nouvelle partition. Je mets encore nouveau. Je mets appliquer. Bon, avant de mettre appliquer, je vais mettre par exemple 1500. Donc, je mets appliquer. Là, il me donne une nouvelle partition. Si je clique dessus, je mets encore nouveau. Je mets appliquer. 2000. Là, il m'a mis encore donc nouveau. Et si je clique dessus, il n'y a plus de possibilité de changer. Donc là, c'est l'espace non alloué. Et je ne peux plus faire suivant. Si je clique dessus, je ne peux plus faire suivant. Donc, j'ai uniquement 4 partitions. Partition 1, 2, 3, 4. Parce que, en fait, c'est un disque dur MBR. Par contre, si j'avais un disque dur GPT, si je convertis sous GPT, je pourrais avoir 128 partitions là. Par contre, pour le MBR, je n'ai pas possibilité d'avoir 128 partitions. Je peux avoir que 4 partitionnements. Vous pouvez essayer ça chez vous. Vous allez voir que sous le MBR, on ne peut créer que 4 partitions. Contrairement au GPT, on peut créer 128 partitions. Donc, essayez chez vous. Donc, le disque part sur une machine test. Essayez chez vous de lancer l'installation OS. Pensez à cocher l'UEFI. Vous allez voir que toutes les machines nouvelles, modernes, actuelles, ont l'UEFI dans le BIOS. Cochez l'UEFI. Essayez de convertir votre disque dur du MBR vers le GPT. Vous allez voir que en convertissant le disque dur, on peut créer plusieurs partitions, jusqu'à 128 partitions. Et que, comme j'ai dit, le GPT, je le redis, le GPT est vraiment mieux optimisé pour les serveurs actuellement parce qu'il supporte des disques durs de taille de 3 plus de 3 Teraoctets, des tailles sans limite, et il supporte aussi jusqu'à 128 partitionnements. Voilà, donc ça c'était sur le disque part. Donc comment convertir le GPT vers le MBR ou le MBR vers le GPT, vice versa. Je vais vous montrer donc ce qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai dit juste que j'avais en fait donc au niveau du MBR, j'avais donc je peux créer partition 1, partition 2, partition 3 et partition 4. La dernière ici, la dernière ici en fait sera donc grisée, donc on ne peut plus faire d'install OS dessus comme je l'ai montré lors de l'exercice. Donc partition 1, je pourrais donc avoir donc le volume, on peut créer un volume qui est volume 1. Volume 1, c'est-à-dire on va dire ces 2 points. Partition 2, même chose, donc je peux créer un volume 2 qui est donc des 2 points. Et ainsi de suite, volume 2, volume 3,
qui est E de points, et volume 4 qui est F de points. Donc ça c'est uniquement pour le MBR. Donc ici uniquement sur le MBR. Par contre, pour ce qui concerne le GPT, donc on peut supporter plusieurs volumes. Je vais mettre donc pour le GPT, je vais mettre ça. Donc, 1, volume, désolé, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc pour le GPT, je vais dire que le partitionnement GPT, supporte 128 partitions. Très important, et donc supporte 128 partitionnements. Le MBR supporte 4 partitions uniquement. Le GPT, on peut créer volume 1, partition principale, une deuxième partition principale, troisième partition principale, jusqu'à 128 partitions principales, et donc il supporte 128 partitions, et bien sûr est beaucoup plus efficace que le MBR. Donc je crois que ça c'est très important. Donc comme première stratégie à déployer au niveau de notre entreprise, c'est penser au GPT. Maintenant, je vais parler un petit peu du RAID. Désolé. Bon, comme j'ai dit, F12 c'est, il y a des maintenant serveurs où l'on peut booter sur l'OS sous F12, mais il y a d'autres serveurs, par exemple HP, où l'on peut booter, je crois, sous F9 ou F10. Donc ça, c'est optionnel. Maintenant, on doit savoir autre chose, très important, au niveau des systèmes de fichiers. Donc, une fois qu'on crée les partitions, on doit savoir quel type de système de fichiers doit-on utiliser pour notre machine, pour notre disque dur, pour une meilleure gestion de notre stockage. Alors, les systèmes de fichiers sont utilisés pour une meilleure organisation des données sur notre disque dur ou autre support de stockage. Par exemple, autre support de stockage, clé USB. On utilise souvent sur une clé USB le système de fichiers FAT. Alors, c'est quoi le système de fichiers? Tout simplement, quand on installe l'OS, quand on stocke nos données dans un disque dur, lors du stockage des données sur un disque dur, elles sont stockées d'une façon organisée et d'une façon optimale. De telle sorte, quand on veut, par exemple, quand on a besoin d'un fichier, on peut le retrouver plus facilement lors de notre demande des données qui sont stockées sur notre disque dur. Donc tout simplement, le système de fichiers, ça nous permet tout simplement d'organiser nos données sur un disque dur et de mieux gérer nos données sur notre espace stockage. Donc avant, il y avait, en général, il y a 5 systèmes de fichiers qui sont connus. Le FAT16, le FAT32, le XFAT, le NTFS et le REFS. Alors, pour le FAT16, FAT32, vraiment, c'est pas conseillé d'utiliser sur un serveur. Pourquoi? Parce que le FAT32 supporte un système de fichiers uniquement de 32 gigaoctets, c'est-à-dire des disques durs de 32 gigas, on va dire. Au-delà de 32 gigas, on ne peut plus, donc tout l'espace qui reste est perdu. Le système de fichiers FAT16 supporte 4 gigas. 4 gigas, maintenant, on peut les utiliser uniquement sur des clés USB. Ça. Pour le XFAT, donc c'est un système FAT32 un petit peu plus évolué, mais ça reste limité. Pour le NTFS c'est le système de fichiers qui est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que le NTFS il supporte maintenant des tailles de disques durs, des disques durs d'une grande taille, et aussi il supporte les droits d'accès et les permissions. Contrairement au FAT ou au FAT32, il n'y avait pas de droits d'accès et des permissions. Par exemple, n'importe quel utilisateur qui veut accéder à un dossier, il peut y accéder facilement, sans permission, sans droit.
Par contre, le NTFS, non. Le NTFS, quand on veut accéder à un dossier, on doit avoir les droits de permission pour gérer ce dossier, pour ouvrir ce dossier, pour écrire dessus sur un fichier. Donc, on utilise le système de fichiers NTFS. C'est ce qui n'existait pas sous les FAT. Et en plus, le NTFS gère des disques durs de grande taille. Maintenant, il y a un nouveau système de fichiers qui est REFS. Le REFS, c'est quoi? En fait, c'est nouveau sous Windows 8 et Windows Server 2012. En fait, il gère des tailles de disques durs vraiment extrêmement grandes, mais n'est pas trop utilisé. Pourquoi? Parce que c'est compatible uniquement Windows 8 et Windows Server 2012. Donc, c'est vraiment pour le moment, c'est pas trop utilisé. Ce qui est utilisé, c'est le NTFS qui est compatible avec tous les autres OS précédents. Donc, quand on installe, après le partitionnement de notre disque dur, quand on installe notre système de fichiers, alors comment on installe notre système de fichiers? C'est lorsqu'on lance le formatage. Lorsqu'on lance le formatage, on installe notre système de fichiers désiré. Donc pensez-y, quand on installe notre système de fichiers pour mieux optimiser notre gestion de stockage, vaut mieux utiliser le NTFS. Alors on a dit, donc partitionnement à utiliser, c'est le GPT. Système de fichiers à utiliser, c'est le NTFS. Pourquoi? Parce qu'il gère mieux les droits d'accès. Parce que ce qu'on va voir en fait, les permissions NTFS. Donc il gère mieux les droits d'accès, les permissions, et il gère mieux des disques durs de grande taille. Et aussi, il est compatible avec des OS précédents. Voilà, donc on a vu bref description sur les systèmes de fichiers. On va faire bien sûr un exercice dessus. On va créer un disque dur virtuel et on va essayer de formater ce disque dur avec un système de fichiers NTFS et on va voir comment ça se passe en général. Mais avant, je vais juste faire une brève description sur le RAID, donc une définition de notre RAID, parce qu'en fait, quand on parle de serveur, on parle du RAID. Quand on parle des systèmes de stockage, on doit impérativement parler des RAID. Le RAID, c'est très très important dans un serveur. Alors, pour le RAID, je vais parler de façon bref. On a le RAID 0 qu'on appelle souvent en anglais le stripping, associe deux disques durs avec des données subdivisées, c'est-à-dire que je m'explique en fait. Je vais mettre un schéma pour mieux m'expliquer. Ok, un petit moment. Alors, donc voilà, donc je vais mettre un nouveau fichier, nouveau, ne pas enregistrer. Alors, pour le RAID 0, c'est quoi? Tout simplement, c'est bon, on va choisir celle-là. Alors, c'est tout simplement, j'ai deux disques durs, voilà, deux disques durs, et j'ai voilà. Pardon, hop, ok, et qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre encore. Bon, non, je vais prendre ça. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, voilà. Désolé, je suis pas très fort au niveau des dessins. Ok, voilà. Donc pour ce qui concerne, donc ça, je vais le dire, c'est HDD, donc disque dur HDD 1, et ça c'est HDD 2. Et donc tout simplement, j'ai des données. Donc normalement, j'ai des données qui vont être splittées, c'est-à-dire partitionnées. Donc, je vais avoir donc ici donc la donnée par exemple A1 et ici je vais avoir A2. Ainsi de suite. B1, B2, B3, B4, donc ainsi de suite. Donc ça c'est donc les données sont partitionnées au niveau du disque dur. Ça permet quoi? Ça permet de mieux gérer la rapidité des données. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une suite de données A1, A2, B1, B2, C1, C3. Cette suite de données, je vais avoir donc A1 qui passe sur le premier disque dur, A2 qui passe sur le deuxième disque dur,
B1 qui passe sur le deuxième, le premier, B2 qui passe sur le deuxième. Donc c'est beaucoup plus rapide au niveau du stockage. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'une fois qu'un disque dur est en panne, toutes les données seront perdues parce que les données sont subdivisées. C'est-à-dire la moitié des données sont là et l'autre moitié est là. Donc si le disque dur tombe en panne, c'est-à-dire que la totalité, c'est-à-dire que la moitié des données qui existent sur ce disque dur vont être perdues. En fait, la moitié des données normalement qui sont partitionnées sur chaque disque dur, donc la moitié sur le premier et la moitié sur le deuxième. Donc l'ensemble de cette moitié-là qui existe sur ce disque dur va être supprimé. Donc l'ensemble de cette moitié ne va plus servir à grand chose puisque on a besoin des deux sous-ensembles, les deux moitiés pour avoir donc un ensemble complet. C'est pour cela que quand on a le RAID 0, c'est efficace au niveau de la rapidité des données, mais pas efficace au niveau des stockages. Donc même pas du tout. Donc au niveau de la redondance et de la tolérance aux pannes, il n'est pas du tout efficace. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le RAID 1. Alors le RAID 1, c'est le contraire. Le RAID 1, c'est au lieu d'avoir A1, A2 ici, je vais avoir A1. Je vais avoir... Désolé. Désolé. Donc, bon, de toute façon, donc je vais avoir ici au lieu, par exemple, j'ai donc des données A1 qui passent ici et A1 qui passe ici. En fait, c'est ça le RAID 1. Donc c'est en fait c'est les mêmes données, les mêmes répliques exactes qui passent sur le premier, passent sur le deuxième. C'est pour ça que le RAID 1 au niveau de la redondance est beaucoup plus efficace. Et le RAID 1 normalement il utilise uniquement deux disques durs, pas plus. Donc on appelle le mirroring. Pourquoi le mirroring? Parce que les données qui passent sur le premier disque dur, c'est une réplique exacte, réplique miroir des mêmes données qui passent sur le deuxième disque dur. Donc ici A1, A1. Donc ça, on appelle le RAID 1. Donc bien sûr, au niveau de la tolérance des pannes, c'est beaucoup plus efficace. Après, j'ai le RAID 5 qui est par ici. Et le RAID 10 qui est donc une association en fait, minimum de 4 disques. Et c'est une association du RAID 0 combiné avec le RAID 1. Donc vous pouvez toujours voir sur la documentation des RAID, vous allez voir que au niveau des RAID, ce qui est utilisé le plus souvent c'est RAID 5 et RAID 1 pour des simples serveurs de fichiers qui utilisent uniquement du disque dur. On peut utiliser le RAID 1 pour bien sûr une meilleure tolérance aux pannes. Le RAID 5 c'est une combinaison, c'est en fait il utilise minimum 3 disques durs. Et le calcul et le résultat de la parité est effectué sur chaque disque dur. C'est-à-dire que tout simplement, si je dis A plus B égale à C, c'est-à-dire que le premier disque dur va avoir le A, le deuxième disque dur va avoir le B, donc A plus B égale à C sur le troisième disque dur. Et la tolérance aux pannes est efficace puisque si l'un des disques durs tombe en panne, on peut le remplacer et la parité va se calculer automatiquement avec les deux disques durs précédents. Et en fait c'est circulaire, donc le troisième disque dur plus le deuxième disque dur va donner la parité sur le premier disque dur et ainsi de suite. Donc ça, le RAID 5 est utile surtout pour les bases de données. Si on a un serveur qui veut évoluer au niveau de son espace de stockage, on peut rajouter des disques durs, donc, et on utilise le RAID 5 dessus. Contrairement au RAID 1 où l'on ne peut pas rajouter des disques durs puisqu'il utilise uniquement deux disques durs. Et le problème, comme j'ai dit, c'est efficace pour un simple serveur de fichiers. Pour une petite entreprise, on peut utiliser le RAID 1. Le RAID 5 pour une entreprise, moyenne entreprise, on peut utiliser le RAID 5. Et c'est efficace au niveau, au niveau de la tolérance aux pannes. Le RAID 5 est bien utile. Et au niveau de l'extension de notre espace de stockage. Le RAID 10 aussi, c'est une combinaison du RAID 0 et du RAID 1.
Sa tolérance aux pannes est très efficace, mais sans problème au niveau du RAID 10, au niveau de la lecture, c'est-à-dire quand on peut remplacer en fait au niveau du disque dur au maximum. Par exemple, si on a 4 disques durs, on peut remplacer 2 disques durs. Mais au niveau de temps d'écriture, ça prend beaucoup plus de temps pour la reconstruction des données. Donc le choix de notre configuration RAID, ça dépend de notre entreprise. Encore une fois, la stratégie de stockage, ça dépend de la vision de notre entreprise, ce qu'on veut appliquer, ce qu'on a comme vision pour le futur proche, moyen ou lointain, ce qu'on veut utiliser comme stratégie au niveau RAID, ça dépend aussi de notre entreprise et de notre vision. Donc rappelez-vous, donc les RAID les plus connus, il y a aussi le RAID 6, double parité, mais les RAID les plus souvent utilisés, donc le RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 0 pour vraiment les machines qui veulent l'utiliser, où on veut utiliser une rapidité de l'accès des données, mais au niveau de la tolérance des pannes, il n'y a aucune tolérance aux pannes. Donc ça, en fait, c'était pour les RAID. Donc voilà, en résumé, on a vu donc la stratégie de notre entreprise. On a vu que vaut mieux utiliser le GPT pour l'installation du partitionnement au niveau de notre disque dur. Bien sûr, pensez à cocher l'UEFI dans le BIOS. Vaut mieux utiliser le NTFS pour les systèmes de fichiers. Et vaut mieux, donc pour le RAID, vaut mieux penser à notre stratégie RAID. Est-ce que c'est un simple serveur de fichiers? On va utiliser juste le RAID 0, le RAID 1, pardon. Est-ce que c'est un serveur base de données? Vaut mieux utiliser le RAID 5 pour les données, pour les fichiers de transfert, et le RAID 10 pour les données pour un serveur de base de données. C'est vraiment la vision de notre entreprise et sa stratégie. Maintenant, pour une dernière chose, je vais juste vous montrer comment on partitionne en NTFS. Je vais créer un disque dur virtuel. Souvenez-vous du MMC. Alors, fichier, ajout, suppression des composants. Gestionnaire de disque, où est-ce qu'il est? Petit moment. Pardon, gestion des disques, voilà. Ajouter, terminé. Ok. Alors, gestion des disques. Ok. Pardon. Alors, donc, j'ai un disque dur C. Je vais mettre, donc, action. Ça, je vais vous montrer comment créer un disque dur virtuel. Ça va nous servir après pour les machines virtuelles. Parce qu'une machine virtuelle a besoin d'un disque dur virtuel. Donc, pour créer un disque dur virtuel, c'est efficace aussi parce qu'on peut, par exemple, installer une application dessus et on peut transférer cette application vers une autre machine via le disque dur virtuel qu'on peut détacher de notre machine. Donc, créer un disque dur virtuel, voilà, action. Donc, il va mettre l'emplacement, donc je vais le placer sous C, hein, tout simplement. Donc, je vais mettre le nom, c'est... Alors, le nom, je vais mettre disque 1. Donc, voilà, enregistré. Voilà, donc un disque dur virtuel. Je vais mettre la taille de ce disque dur, je vais mettre par exemple 10 Go. Voilà. Donc, voilà, un disque dur virtuel. Bien sûr, il me dit est-ce que c'est VHD ou VHDX. Ça, on va voir après au niveau de la virtualisation. C'est quoi le VHD, c'est quoi le VHDX. Mais en général, le VHDX supporte des tailles beaucoup plus grandes, 64 Teraoctets au maximum, contrairement au VHD qui peut atteindre uniquement 2040 gigaoctets. Voilà. Donc, est-ce que je mets une taille fixe ou une taille dynamique? Je vais mettre une taille fixe pour le moment. Je mets OK. Voilà. Et là, donc, il est en train de charger. Donc, comme vous voyez, donc au niveau du pourcentage, il est en train de charger et créer un disque dur virtuel. En attendant, je vais mettre juste une pause, le temps qu'il crée le disque dur virtuel. Voilà, donc il est à 100%. Bon, mon disque dur virtuel a été créé. Il n'est pas initialisé. Ce que je vais faire, je fais un clic droit. Je l'initialise. Voilà. Donc, est-ce que je choisis secteur de démarrage principal
ou bien je choisis partitionnement GPT. Moi, je vais mettre GPT, je dis OK. Voilà, donc mon disque dur maintenant a été créé, partitionné sous GPT. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer un nouveau volume simple. Je vais mettre suivant. Et là, donc, bon, nouveau volume, je vais choisir tout le volume ici. Là, donc, je vais choisir. Donc, attribuer la lettre. Donc, je vais mettre la lettre E pour le volume. Et bien sûr, si je mets suivant, par défaut, il va choisir le NTFS. Monter dans le dossier NTFS, mais suivant. Donc, par défaut, il va le monter dans le NTFS. Je mets suivant. Alors, ici, j'ai choisi le système de fichiers. Est-ce que je choisis le FAT32, le NTFS, REFS? Ben, je vais choisir le NTFS, c'est le meilleur système de fichiers qui existe. Donc, il y a parfois par défaut, parfois, donc on nous demande de choisir le système de fichiers. Donc, vaut mieux maintenant pour le Windows Server 2012, on a le choix entre NTFS, FAT, REFS pour l'installation de notre OS. Le système de fichiers le plus optimal, le plus efficace, c'est le NTFS. Donc j'ai choisi le NTFS. Bon, par défaut, je mets juste suivant. Et là, donc si je mets terminé, donc il est en train de formatage. Et donc voilà, nouveau nom, donc le volume qu'on a créé, donc volume E, partition principale, donc de 10 gigaoctets. Et voilà, donc partitionné formaté sous NTFS avec partitionnement GPT. Donc très important à savoir. Voilà, donc ça c'était en général notre stratégie de stockage. Juste une dernière chose, je vais fermer le MMC, pardon. Non, donc je ferme le MMC. Juste une dernière chose avant de faire le quiz. Il faut savoir en fait au niveau, quand on passe vers le serveur de fichiers, il y a les pools de stockage. C'est quoi les pools de stockage? Tout simplement, si je veux créer, donc si j'ai plusieurs disques durs sur ma machine, je peux faire, donc je peux descendre, voilà, pool de stockage. Je peux faire par exemple ici, pardon, tâche le pool de disque. Désolé, un petit moment, volume. Voilà. Les pools de stockage, les volumes, on a pool de stockage, nouveau volume, et pool de stockage, on peut créer un nouveau pool de stockage. Donc ici, une fois qu'on les volumes, donc on peut créer un nouveau volume. Une fois qu'on crée un nouveau volume, on va créer un nouveau pool de stockage. Une fois qu'on crée un nouveau pool de stockage, ce pool de stockage, par exemple, rassemble plusieurs disques durs. Quand il rassemble plusieurs disques durs, ça nous permet donc de les gérer en volume dynamique. Quand je parle de disques durs dynamiques, c'est qu'elles sont associées en RAID. Quand je parle de disque dur basique, simple, c'est un disque dur donc à volume simple qui n'est associé à aucun RAID. Donc il faut juste faire attention entre les types de disques durs dynamiques et disques durs basiques. Dynamique, c'est toujours des disques durs qui sont associés au RAID. Voilà, donc là c'était juste pour savoir, pardon, juste un petit moment, c'était juste pour savoir en fait au niveau des disques durs qu'on peut, au niveau dans la gestion du serveur, donc pool de stockage, on peut créer des disques durs dynamiques virtuels pour une gestion RAID sous OS. Mais le mieux, vraiment le mieux, il y a déjà des cartes qui sont existantes qui gèrent le RAID. Donc vaut mieux au début, avant l'installation de l'OS, configurer le RAID, soit le RAID 0, RAID 5, RAID 10 ou RAID 1, configurer le RAID avec des cartes précises, des cartes d'extension. Et une fois qu'on configure le RAID, là on peut gérer les partitionnements au niveau de notre volume, soit partitionnement GPT ou MBR, et on peut gérer les systèmes de fichiers qu'on veut. Le mieux bien sûr c'est le système de fichiers NTFS. Voilà, donc ça c'était en résumé. Donc ce qu'on a vu, c'est en fait pour notre stratégie de stockage, d'abord pour mieux optimiser les choses, bien sûr la stratégie de stockage, c'est une vision de notre société pour savoir dans le futur ce qu'on va déployer comme stratégie. Mais tout d'abord, vaut mieux pour une meilleur déploiement dans le futur. D'abord, nos disques durs, on les transforme sous GPT, partitionnement. Bien sûr, le système de fichiers, on installe le NTFS.
Après, le volume RAID qu'on va... Bon, avant bien sûr de partitionner et d'utiliser le NTFS, on va essayer de visionner quel est le volume RAID qu'on va utiliser. Pour un simple serveur de fichiers, est-ce qu'on va utiliser le RAID 1? Pour un serveur base de données, est-ce qu'on va utiliser le RAID 5 et le RAID 10 associés en même temps? Très important de savoir la stratégie RAID qu'on va déployer avant tout partitionnement et installation de notre OS. Maintenant, place au quiz. Alors, le quiz, tout simplement. Voilà, donc parmi ces propositions, lesquelles correspondent mieux au stripping? Donc rappelez-vous, le stripping c'est juste le RAID 0, mirroring c'est le RAID 1 et parity c'est le RAID 5. Donc pour le stripping, les performances sont multipliées par rapport à un volume simple, bien sûr, plus donc les données sont plus fluides. Parce qu'en fait, la moitié des données sur le premier et l'autre moitié passe sur le deuxième. Donc c'est plus rapide au niveau des performances. La tolérance aux pannes est plus sûre. Ah ben non, la tolérance aux pannes n'est pas sûre. Donc là, c'est même aucune tolérance aux pannes pour le RAID 0. À faire très attention. Et bien sûr, si un disque dur tombe en panne, toutes les données seront perdues. Toutes les données seront perdues. Faites très attention avec le RAID 0 à ne pas utiliser. Donc si on a un serveur, vaut mieux utiliser le RAID 1, RAID 5 et RAID 10. Alors là, j'ai pas trop parlé du SAN parce que tout simplement, je vais m'expliquer rapidement. Donc que peut remplacer exactement un JBOD? Donc vous allez entendre souvent parler de JBOD. Le JBOD c'est quoi? C'est en fait c'est comment dire des espaces de stockage qui contient plusieurs disques durs, donc uniquement des espaces de stockage qui permettent en fait de gérer les serveurs. Par exemple, on a un réseau SAN. Un réseau SAN, donc il y a plusieurs serveurs qui sont connectés à un espace de stockage appelé communément le JBOD. Mais bien sûr, il y a donc maintenant actuellement les espaces de stockage connus pour cela, donc pour un réseau SAN, par exemple Equalogic, Compellant, ça c'est très connu. Ça gère en fait les serveurs, le stockage des données serveurs au niveau réseau. C'est quoi le réseau SAN? Tout simplement, je vais faire un schéma rapide. Donc ici, nouveau. Tout simplement, alors j'ai serveur 1, après j'ai serveur 2 et j'ai un switch et j'ai un espace de stockage. Donc un espace de stockage, donc on peut l'appeler, donc c'est des espaces de stockage connus Equalogic, Compellant, mais donc je vais l'appeler ici JBOD, espace de stockage. Donc ici, donc switch. Ici donc les serveurs, serveur 1 et ici serveur 2. Voilà, donc là je vais prendre donc le serveur 1 relié au switch. Donc par exemple j'ai un LAN ici, donc un LAN, et ici relié au switch JBOD. Donc tout ça, donc c'est notre réseau, on l'appelle réseau SAN. Ça c'est notre réseau SAN. C'est quoi le réseau SAN? Donc stockage area network, tout simplement c'est des stockages qui sont dans le réseau. Donc les serveurs 1 va demander ou va stocker ces données sur cet espace de stockage. Le serveur 2 va aussi donc stocker ces données sur cet espace de stockage. Donc ce réseau là, on appelle le réseau SAN. Le réseau SAN. Donc ça c'est le réseau SAN. Et les protocoles qui sont utilisés dans le réseau SAN, c'est souvent les protocoles iSCSI. Donc iSCSI, le protocole SCSI, c'est en fait local au niveau du simple serveur de fichiers. Et l'iSCSI, c'est une extension du SCSI, mais utilisée pour un réseau SAN. Bien sûr, on a vu le RAID, c'est quoi. Donc, que peut remplacer exactement un JBOD? Il peut remplacer le RAID, parce que le RAID, c'est pour un simple serveur de fichiers, mais le RAID, en fait, c'est utilisé
localement sur un serveur. Par contre, le SAN, le JBOD, n'est pas utilisé localement sur un serveur, mais il est utilisé dans un SAN. Et quand il est utilisé dans un SAN, c'est-à-dire que il utilise donc un protocole iSCSI et en fait et le RAID est géré en réseau. Donc ça, c'est très important de savoir c'est quoi le réseau SAN. Tout simplement, c'est des réseaux, des serveurs l'espace de stockage qui est sous réseau et qui utilise un protocole spécifique qui est l'iSCSI. Pardon. Donc ça à tenir en compte. Voilà, donc c'était en général, donc on a vu une vision de notre stratégie de stockage au niveau de notre entreprise. Rappelez-vous, donc on a parlé donc du GPT, partitionnement GPT. On a parlé des systèmes de fichiers NTFS, les plus optimisés. On a parlé du RAID et on a parlé une brève description du SAN. Voilà, donc maintenant, prochaine fois, on va parler des rôles et des fonctionnalités, donc d'une façon plus avancée. Et n'hésitez pas à vous connecter à vous enregistrer, à vous abonner pardon, à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Et bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Marwan Le Tech. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo et à la prochaine. Merci.